Lancement de la première phase du concours de recrutement de 750 militaires au profit de l'armée béninoise. L'étape de Cotonou s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale. Les précisions dans cette édition. Une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur agricole, surtout ceux de la filière anacarde. Un accord de financement de plus de 800 millions de francs CFA a été signé donc entre le Bénin et le Brésil pour rendre plus productive la filière. Et puis en interactualité, le président ukrainien a signé un document demandant à l'Union européenne de permettre à l'Ukraine d'adhérer immédiatement au bloc des 27. Dans le cadre d'une procédure spéciale, la demande intervient alors que le pays est assiégé depuis 6 jours par les forces russes. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur la télévision Speedline. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver en rendez-vous. La première phase du concours de recrutement de 750 militaires au profit de l'armée béninoise a démarré ce mardi 1er mars 2022. Les participants ont concouru sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de Cotonou a connu la présence donc du ministre de la Défense nationale en personne. Suivons ici les précisions. 386. Oui. Donc vous postulez pour le concours normal des militaires. Oui. Votre nom est Kwasi. Donnez votre pièce d'identité. Kwasi Dicadaro Simon Templa. Oui. Ok, je valide votre présence au concours de recrutement militaire. Donc vous passez dans la file d'attente. Des jeunes hommes et femmes favorables aux critères retenus pour la course de présélection du recrutement militaire au titre de l'année 2022 ont pris part à cette compétition organisée par le ministère de la Défense. Pour éviter qu'il y ait des tripatouillages, qu'il y ait des manœuvres malsaines, nous avons une application mobile. Nous avons une application mobile qui est liée à la plateforme qui permet de vérifier la présence effective des candidats avant de lancer le concours. Donc cela nous permet d'avoir quand même une certaine transparence dans le processus et éviter que l'État puisse reprendre le concours pour plainte de fraude et tout ça. Donc on valide un candidat qui vient, par exemple celui qui est devant moi, il me communique tout simplement son numéro de table. Je n'ai pas besoin de voir sa pièce d'identité. D'accord? Et c'est l'application qui me donne les informations qu'il a rentrées sur la plateforme. Moi, je confirme avec ce que j'ai comme pièce d'identité devant moi et je valide sa présence. Et il passe s'asseoir au jalon là-bas pour ne pas se substituer à une autre personne qui va courir à sa place. Donc, à la fin de ce processus, nous allons passer à la compétition physique. Les hommes ont couru sur 6 km et les femmes sur 4 km en 28 minutes d'endurance. J'étais étonnée. Je suis heureuse quand même parce que je ne m'attendais pas à être la première. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que ce n'est pas facile d'atteindre les 4 km en 8 minutes. Je les encourage de ne pas baisser les bras quand même. Ça fait la 3e fois que je suis là. Pour la première fois, j'étais 14e et pour la deuxième fois, j'étais premier. Et pour la 3e fois aussi, je suis le premier. Après cette phase, on contrôle les diplômes parce que la loi actuellement dit qu'il faut pour être militaire, il faut avoir le BPC. Donc on va contrôler les diplômes à la DEC. Ça va durer 1 ou 2 semaines. Et passer la phase de contrôle des diplômes, nous passons à la phase écrite qui comporte 3 épreuves. Une épreuve de dictée question, classe 3e, une épreuve de mathématiques, classe 3e, une épreuve de civisme, classe CM2. Les 900 sont retenus et on fait la 3e phase qui est la phase de contrôle de santé. Ce recrutement se déroule sur toute l'étendue du territoire national et permettra d'incorporer 750 militaires dans l'armée pour renforcer la sécurité des populations. Les réformes entreprises depuis 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de la santé sont passées à la loupe par les membres du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. C'est au cours d'une journée de réflexion initiée par
ces gynécologues pour s'informer davantage sur les dites réformes. Elles visent donc à rendre plus performant le système de la santé au Bénin d'ici 2030. Une journée de réflexion autour du thème « Les réformes du système de santé au Bénin, rôle des sociétés savantes » à l'initiative le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Objectif, aider les praticiens à s'imprégner des réformes concernant l'exercice de la profession médicale en général et de la gynécologie obstétrique en particulier. À travers ce thème, nous comprenons aisément que vous avez pleinement compris les ambitions qui sont les nôtres à travers les nombreuses réformes que nous avons entreprises depuis 2016. Cette journée est donc la bienvenue parce qu'elle donnera l'occasion aux membres du collège de s'informer davantage sur ces réformes dont le but ultime est de faire de notre système de santé d'ici l'horizon 2030 un système performant avec des sociétés savantes prolifiques qui produisent des connaissances pour maintenir et améliorer cette performance. L'occasion est saisie par le ministre de la Santé pour rappeler quelques actions phares du gouvernement dans le cadre de la réorganisation du système sanitaire. 3 lois majeures pour améliorer la gouvernance du système de santé ont été initiées par le gouvernement. Il s'agit de la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin, de la loi réglementant l'activité pharmaceutique en République du Bénin et de la loi sur l'exercice de la médecine en clientèle privée qui est en cours d'étude à l'Assemblée nationale. Pour renforcer le management et le leadership dans le système de santé, plusieurs organes ont été mis en place, notamment le Conseil national des soins de santé primaires, le Conseil national de la médecine hospitalière. Par ailleurs, 4 nouvelles agences ont été créées. L'Agence nationale des soins de santé primaires, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau et l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance. Cette rencontre qui se veut un rendez-vous de partage est également un créneau d'échange sur le rôle que pourraient jouer les membres du collège en vue d'apporter leur pierre à l'édification d'un système de santé capable de répondre efficacement aux besoins de la population. Un projet pharaonique à fort impact économique pour le Bénin. La zone industrielle de Glodjigbe en construction a reçu la visite du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, accompagné d'une forte délégation de parlementaires. Il est allé donc toucher du doigt les prouesses réalisées par le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, dans la concrétisation de ce vaste projet. Les détails avec Romaric Dossa. Cette descente des députés et cadres parlementaires est la réponse à une invitation des responsables de la zone économique spéciale de Glodjigbe. À la fin de la visite guidée à bord des bus spécialement apprêtés pour la circonstance, la première personnalité du Parlement béninois se dit émerveillée par l'ampleur de ce projet phare du gouvernement Talon. Nous constatons effectivement qu'à Glodjigbe ici, ce qui se passe, c'est vraiment l'amorce d'une économie résiliente qui permettra au Bénin dans une dizaine d'années, d'être la plateforme tournante de tout ce qui est industrie et transformation structurelle de notre économie. Ce que nous avons vu, ce passe de commentaires, c'est vraiment édifiant. Et l'Assemblée nationale qui accompagne le gouvernement ne regrette point cet accompagnement-là. Alors nous sommes séduits par ce que nous avons vu, nous sommes séduits par la vision, nous sommes séduits par les projections dans l'avenir, nous sommes séduits tout court. Le développement, ça y est, effectivement. C'est sublime, je ne trouve pas les mots assez forts pour qualifier ce que nous avons vu. L'avenir y est, le futur est florissant. Cette zone économique de Glodjigbe, qui est presque à la fin de sa première phase, couvre un site de 400 hectares pour un domaine de 1640 hectares extensibles. Ce sont les usines les plus modernes que nous allons installer ici. Ce sont des usines qui vont produire avec zéro déchet. Zéro déchet. Un investisseur, qu'il soit béninois ou étranger, n'a pas d'état d'âme. S'il trouve que les conditions qu'on lui fait dans ce pays sont favorables, il s'installera. Sinon, il ira ailleurs. Lorsqu'ils seront installés dans notre pays,
ils ne trouveront plus un intérêt à aller regarder ailleurs. CIPI Bénin a signé en quelques mois, après le démarrage des premiers travaux d'infrastructure, des contrats de réservation de parcelles avec une vingtaine d'investisseurs qui opèrent dans plusieurs secteurs d'activité. Le montant total des investissements conclus à ce jour s'élève à plus de 500 millions de dollars US. Et nous attendons la mise en service des premières usines de la zone en juillet 2022. Il faut que la représentation nationale se rende compte de ce qui est en train d'être réalisé dans l'emploi dans notre pays pour le développement de la formation. Et je l'annonçais également en titre, une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur agricole et particulièrement ceux donc de la filière Anacad au Bénin. Un accord de financement de plus de 800 millions de francs CFA a été donc décidé entre le Bénin et le Brésil pour rendre plus productive donc cette filière. La signature d'accord a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Agriculture. Suivons ici le reportage de Olive Biao. Signature d'accord de partenariat entre le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur du Brésil près le Bénin. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à renforcer les capacités du Bénin dans le domaine de production, de la transformation et de la mise sur le marché de l'anarcade. Il sera nécessaire que les acteurs reçoivent l'appui et le suivi conséquent de la part de votre ministère. Sur ce point, je suis rassurée à voir la dynamique que vous insufflez dans le programme du MAEP à travers des réformes ambitieuses. Ce programme, sous forme d'appui financier allant jusqu'à 1 milliard de francs CFA, a pour but d'accroître la production de l'anarcade au Bénin. Je suis particulièrement sensible à cette qualité de coopération sud-sud qui porte, on peut dire, ce n'est pas une grosse enveloppe, de 832 millions de francs, mais les domaines dans lesquels nous voulons travailler sont si sensibles que les petits cours d'eau créent les grands fleuves. C'est pour cela que je bénis l'action que nous venons mener ici en miniature, et quand nous aurons créé le modèle, on a des ressources pour les mettre à échelle. Je suis heureux. Pour Regina Célia d'Oliveira, ambassadeur du Brésil près le Bénin, ce projet contribuera à coup sûr à accroître l'économie béninoise. L'organisation professionnelle des artisans du Bénin et les représentants au niveau des structures fêtières ont organisé une séance d'information au profit des artisans. L'objectif est d'informer les artisans sur les répartitions des branches et sous-branches artisanales au sein donc de l'Assemblée consulaire et de la Chambre des métiers de l'artisanat plutôt du Bénin. Des 8 branches d'activité artisanale, on dénombre 13 sous-branches. Ce tableau de base a été très utile pour la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire après l'opération de recensement des artisans. Alors les résultats tels qu'ils se présentent nous permettent d'avoir un effectif global de 452 246 artisans répartis sur les 8 branches d'activité artisanale, les 40 corps de métiers et les 175 métiers tels que prescrits par la nomenclature des métiers de l'artisanat au niveau de l'UEMOA. Au niveau de la branche 1, par exemple, la branche agroalimentaire, alimentation et restauration, à travers le travail qui a été effectué, il y a eu 2 sous-branches qui ont été créées. À travers la branche 3, métaux, construction métallique, mécanique, électromécanique, électronique, électricité, petite activité de transport, il y a eu 3 sous-branches qui ont été créées. Textile, habillement, cuir et peau, il y a eu 3 sous-branches qui ont été créées. Hygiène et soins corporels, il y a eu 3 sous-branches qui ont été créées. Le reste des branches, branche 2, mines, carrières et construction et bâtiments. Branche 4, bois et assimilé, mobilier, ameublement. Et branche 6, audiovisuel et communication. On n'a pas jugé nécessaire de leur créer des sous-branches, tout simplement parce qu'il n'était pas important de créer des distinctions professionnelles là. Les corps de métier au sein de ces sous-branches étant proches techniquement et culturellement. Je rappelle que ça est un travail suffisamment technique. Ces sièges ont été répartis. Ceci leur permettra, bien entendu, parce que, tel que rappelé donc, tout de suite, qu'ils puissent en temps opportun donc, déposer leur candidature en se conformant aux dispositions donc, du texte qui sera pris
après donc avis consultatif de ces acteurs-là. La campagne de recensement des artisans a eu lieu en 2019 et une phase complémentaire en 2021. Pour en savoir plus sur la méthodologie et la stratégie de répartition des sièges, les artisans sont invités à se rapprocher de leur structure fêtière. Journée du Bénin à l'Expo 2020 Dubaï. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la culture et des arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola. Il était donc à la tête d'une forte délégation d'acteurs culturels, de touristes également béninois. Ils sont allés pour vendre les mérites de la culture et du tourisme béninois. Et cette exposition se tient donc à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Suivons ici le reportage. Il est signé Romaric Dossa. Le Bénin est à l'honneur à l'exposition universelle de Dubaï. Ce grand rendez-vous international rassemble 192 pays du monde. Cette exposition est l'un des événements populaires les plus importants depuis la pandémie de coronavirus. Elle offre au public les meilleures des attractions et productions caractérisant chaque nation. Mon pays, le Bénin, se réjouit de vivre une journée mémorable. Journée retenue par l'exposition universelle Dubaï 2020 comme celle qui lui est spécialement consacrée. C'est un événement que nous saluons avec enthousiasme et fierté, parce qu'il permet au Bénin en ce jour d'être le centre de toutes les attentions du monde. Permettez-moi ici de remercier les autorités émiraties pour avoir rendu possible cette célébration et pour nous y avoir invités. L'exposition universelle de Dubaï 2020, ouverte depuis octobre de l'année dernière, est plus qu'un événement. Elle constitue des grands moments de l'excellence. La rencontre des cultures du monde qui offre aux différents publics les meilleures des attractions et des productions caractérisant chaque nation. Ici à Dubaï, l'hospitalité et l'accueil, qui sont une fête permanente, mêlent à la tradition proche-orientale et arabe la modernité la plus raffinée. D'ailleurs, le thème de l'exposition, Connecter les esprits, construire le futur, montre en effet le caractère fédérateur de la manifestation, car elle privilégie les synergies créatrices d'un monde plus ouvert, plus tolérant, orienté vers le futur. Mesdames et messieurs, Dubaï 2020 a tracé pour les nations participantes trois pistes de réflexion. Dans un combat qui concerne la sauvegarde de la planète, l'écriture de notre histoire est désormais commune. Tous les peuples, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient peu ou prou affectés par la dégradation de l'environnement, sont conscients que seuls les efforts collectifs, reflets d'une conscience partagée sur la question, peuvent déboucher sur des résultats probants. C'est pourquoi notre pays, le Bénin, plaidera toujours pour la pertinence des actions à construire afin que leurs impacts soient le plus durables possible. On dit chez nous que c'est l'une après l'autre que les petites lueurs finissent par éclairer la cité. Dubaï 2020 est une épopée moderne des nations invitées qui présentent à tour de rôle leurs meilleurs atouts. Quand l'innovation s'enracine dans la tradition et l'histoire, c'est le thème central de cette journée. Dans son pavillon de l'Expo 2020, le Bénin partage comment l'esprit des Amazones se perpétue chez les femmes béninoises d'aujourd'hui. Il s'agit d'explorer l'histoire béninoise à travers l'art et le cinéma de femmes. Les Amazones du Dahomey, autrefois, protégeaient les rois. Cette force de combat entièrement féminine du XVIIIe siècle a inspiré le film Black Panther.
Traversons à présent les frontières béninoises. On connaît désormais la durée de la transition au Burkina Faso. Elle est fixée à 36 mois. L'une de ses principales missions est de lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité territoriale du pays. 3 ans, c'est la durée de la transition au Burkina Faso. Elle a été décidée lors du Forum national réunissant partis politiques, syndicats et autres groupes à Ouagadougou, la capitale. La charte irrélative a été signée mardi par Paul-Henri Sadaogo Damiba, président de la transition. Nous avons proposé et préconisé effectivement d'aller jusqu'à 5 ans. Ouais, effectivement, il y a eu plusieurs propositions dans la salle et ce qui a été retenu, c'était la voie de l'ensemble. Et on a convenu donc les 3 années. 36 mois, telle est la proposition faite par les militaires pour les participants au forum. L'important, c'est le retour au calme dans le pays. C'est d'abord l'intérêt supérieur de la nation parce qu'il y a des Burkinabés qui sont à l'extérieur et qui sont un peu partout, qui cherchent à retourner chez eux, qui cherchent de quoi manger, qui cherchent à retrouver la paix. Donc moi je suis ravi et j'accompagne cette initiative. Il s'agit d'une proposition technique des militaires qui estiment qu'il leur faut ce temps-là pour pouvoir ramener la paix, stabiliser le pays, réintégrer, récupérer les territoires, réinsérer les populations dans leur localité avant qu'on ne passe à un ordre constitutionnel normal. La charte entérinée mardi est formelle. Le président de la transition ainsi que les 25 membres de son gouvernement ne seront pas en lice pour les élections à venir. L'Ukraine réitère sa demande de rejoindre l'Union européenne. Le président ukrainien s'exprimait donc par visioconférence devant le Parlement européen. Il a demandé aux 27 d'accepter sa candidature d'adhésion de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un document demandant à l'Union européenne de permettre à l'Ukraine d'adhérer immédiatement au bloc des 27 dans le cadre d'une procédure spéciale. Cette demande intervient alors que le pays est assiégé depuis 6 jours par les forces russes. Notre objectif, dit-il dans ce courrier, est d'être ensemble avec tous les Européens et surtout d'être sur un pied d'égalité. Je suis sûr que c'est juste, je suis sûr que c'est possible. Mais de telles décisions doivent être approuvées par les membres de l'Union européenne, pas toujours d'accord ces dernières années sur l'élargissement. Et bien sûr, d'autres pays candidats, ici en rouge notamment les pays des Balkans, tentent depuis des années de satisfaire à des conditions complexes. Malgré tout, ces derniers jours, le soutien à l'adhésion de l'Ukraine s'est largement répandu. La Bulgarie, la République tchèque, les 3 pays baltes, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont écrit une lettre pour soutenir l'idée, affirmant que l'Ukraine mérite qu'on lui donne une chance. La présidente von der Leyen a déclaré qu'elle a le sentiment que l'Ukraine est l'un des nôtres et il ne fait aucun doute que l'UE souhaiterait l'intégrer autant que possible et le plus rapidement possible. La question est de savoir comment y parvenir. Il existe de nombreux domaines de coopération entre l'UE et l'Ukraine. Mais bien sûr, je pense qu'il serait justifié que l'UE soutienne pleinement cette aspiration de l'Ukraine à l'adhésion lorsqu'elle sera prête et lorsque nous serons prêts. La priorité est désormais d'apporter un soutien pratique à l'Ukraine plutôt que de discuter des questions à long terme. Mais certains experts suggèrent que la promesse d'adhésion à l'UE pourrait servir de monnaie d'échange dans les pourparlers de paix avec la Russie. Pendant ce temps, la situation reste critique donc en Ukraine. Kharkiv touché en plein cœur par une roquette, un immense convoi russe roule sur Kiev. Ce matin, l'armée russe a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant donc la réaction des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Suivons ici les images et le son. La Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre tous ses objectifs. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, dit encore à nouveau son ministre de la Défense. Et ce matin, elle a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant les réactions des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Des ONG évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions qui ont touché des civils en Ukraine.
Le pays est attaqué de toutes parts. Les zones roses sont celles sous contrôle russe. L'armée russe est aux portes de la ville de Kherson où vivent 300 000 personnes dans le sud du pays. Kiev est menacé par ce convoi militaire russe, beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Les images satellites montrent qu'il s'étire sur 65 km. Sur ces photos, les tanks sont à 25 km du centre-ville de Kiev. Les forces russes ont brutalement tiré aujourd'hui sur Kharkiv à l'aide de roquettes. C'est clairement un crime de guerre. Une ville paisible, des zones résidentielles paisibles, pas d'installation militaire. À Tchernihiv, une ville du nord de l'Ukraine, les habitants découvrent les destructions causées par l'armée russe. En 6 jours de guerre, le nombre de morts sur tout le territoire a dépassé les 350. Ils ont ruiné toute notre vie. Nous avons commencé à vivre comme des êtres humains qu'ils nous laissent vivre. Ici à Berdiansk, dans le sud, au bord de la mer Noire, des habitants résistent comme ils le peuvent. En hurlant, Berdiansk, c'est l'Ukraine, aux troupes russes qui contrôlent la zone. Du sport pour clore cette édition, le conquistador Samson Akinola, il est béninois, un attaquant d'origine nigériane qui joue pour Carcass FC. Il a été élu meilleur buteur du championnat l'année dernière. Il vient donc de marquer 2 buts en Copa Libertadores. Découvrons-le ici dans cet élément. Il aura 22 ans en fin de semaine et Samson Akinola respire la joie de vivre. Le footballeur bénino-nigérian s'éclate au Venezuela au fond de l'Amérique du Sud. Deuxième meilleur buteur du dernier championnat, il vient de marquer ses 2 premiers buts en Copa Libertadores, la Ligue des champions locale. Caracas est un grand club ici. Ils permettent à beaucoup de jeunes de percer et de se montrer. Je n'ai passé qu'un an ici, mais c'est la première fois depuis que je suis pro et que je marque autant, donc tout va bien pour moi. Le jeu et le physique de Samson rappellent son modèle Obafemi Martins, des qualités naturelles qui lui ont permis de rebondir en Amérique du Sud après un passage raté en Slovaquie. Ici, c'est beaucoup plus physique qu'en Europe. L'Europe est plus rapide, mais ici, vous avez intérêt à être costaud. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas jouer ici. Le natif de Porto Novo a quitté l'Afrique à seulement 19 ans pour rejoindre l'Europe de l'Est. Ses buts sud-américains lui ont valu d'être nommé meilleur étranger joueur de la saison et pourraient lui permettre de traverser à nouveau l'Atlantique. Je rêve de revenir en Europe un jour. Il faut que Akinola soit connu partout dans le monde, pas seulement au Venezuela. Tout le monde doit connaître Akinola. L'avenir de Samson Akinola pourrait bien passer aussi par son Bénin natal où beaucoup voient en lui le nouveau Razak Omotoyosi, dernier attaquant d'origine nigériane à avoir brillé sous le maillot des écureuils. Et voilà qui vient mettre un terme définitif à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés dans la préparation, dans la réalisation. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Speedline Télévision.